Merci beaucoup. Alors je vais commencer par les présentations. Aujourd'hui je représente 4 personnes, malheureusement 3 n'ont pas pu venir. Ces personnes sont Alexandre Andriès, Thomas Pochol, Benoît Soren-Rosso et moi donc qui suis Boris Simunovic. Alors notre point commun à Thomas, Alexandre et moi, c'est que l'année dernière en fait on était tous les 3 dans le même lycée et on était les 3 seuls de ce lycée à avoir choisi la toute nouvelle spécialité informatique et sciences du numérique. Et donc Benoît Soren-Rosso, c'était notre prof d'info. Le fait d'avoir choisi cette spécialité, ça nous a obligés à réaliser un projet dit de fin d'année pour valider notre bac. Et c'est ce projet en fait que je viens vous présenter aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on a réalisé premièrement ? On a transformé une voiture télécommandée, un jouet, en un robot qu'on peut commander de différentes manières, par exemple depuis un PC avec une interface, depuis un navigateur web, ou encore avec une manette de Wii. On a embarqué tout un tas de systèmes intéressants dessus, comme par exemple une caméra, un système de positionnement GPS, une unité de mesure inertielle, des capteurs ultrasons, un système de synthèse vocale, plein de trucs un peu cool comme ça. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de venir en parler ? Pourquoi est-ce que je suis ici ? Parce qu'en fait, en faisant ça, on a appris beaucoup de choses, notamment des valeurs qui, je pense, sont assez proches des valeurs de la culture du hacking qu'on défend justement aujourd'hui à la nuit du hack. Alors, pourquoi est-ce que je pense qu'on a eu une démarche de bidouilleur, comme l'avait dit Benjamin Bayard l'année dernière ? Essentiellement parce qu'en fait, on est parti de pas grand-chose. Premièrement, parce que niveau matériel, on n'avait presque rien. Donc on a dû faire un peu avec ce qu'il y avait autour de nous, même si par la suite on a eu un petit peu de budget, quelques dizaines d'euros pour acheter des trucs. Mais surtout, c'est niveau connaissance qu'on est parti de rien. On s'est dit on va faire un robot, comment on n'en savait rien. On s'est dit on va chercher, on va trouver, on va essayer de s'en sortir. C'est un pari qu'on a à peu près réussi. Et donc ce qui a été intéressant, c'est la manière de laquelle en fait on s'est approprié les connaissances pour arriver à faire ça. Donc du coup, il a fallu chercher, se renseigner, expérimenter, tester, tâtonner, bidouiller. Et c'est ça qui a été intéressant et c'est ça que j'ai envie de partager aujourd'hui. On a acquis des connaissances qui sont certes un peu approximatives, vu que ce n'était pas des connaissances académiques qu'on a acquises, mais on a quand même réussi à faire quelque chose de cool, quelque chose qui fonctionne. Et c'est ça qui est intéressant. Donc mon but aujourd'hui, étant donné que j'ai des connaissances approximatives, c'est pas de vous faire un cours ou de donner des détails techniques pointus. J'ai simplement envie de partager une démarche. Je suis venu aujourd'hui pour partager une démarche et aussi pour démontrer que tout le monde peut faire ça, que c'est à la portée de tout le monde. Alors on va commencer par... mon plan va être assez simple. Je vais faire une grande partie pour chaque fonctionnalité essentielle de la voiture, pour chaque composant. Donc on va commencer avec le châssis. Voilà, on est parti d'un jouet qui ressemblait à peu près à ça. La photo qui est à gauche, on a tout enlevé, la coque, le système de commande. Le but, c'était de garder uniquement le châssis, donc la partie plastique qui maintient les roues, les moteurs et le système de guidage. Donc voilà, on a gardé que les moteurs, les roues et le châssis en plastique. Donc après, on a commencé à fabriquer notre propre support. Au départ, ça ressemblait à ça. Alors ça, c'est 2 planches de parquet et des tiges filetées qu'on a découpées à la meuleuse. Bon, c'était pas terrible, ça tenait pas très bien. Et puis surtout, un jour, on était dans la salle de techno de notre lycée, et puis on était assis à côté de plaques de PVC et d'une thermoplieuse. Alors on s'est dit, il y a un truc cool à faire. Donc du coup, on s'est mis au travail, on a découpé, on a plié avec la thermoplieuse, et puis on a obtenu ce résultat-là. Donc un peu plus de place, c'était un peu plus joli. Voilà. Ensuite, il a fallu s'interroger sur le système de commande. Comment est-ce qu'on allait commander tous les instruments qui allaient être à bord de la voiture ? La question, c'était principalement est-ce qu'on utilise l'Arduino, le Raspberry Pi, parce que c'est les 2 trucs sur lesquels il y a beaucoup de documentation grand public. Et donc, étant donné que nous, on ne connaissait pas grand-chose, ça allait être forcément l'un de ces 2-là. Donc le choix s'est tourné rapidement vers le Raspberry Pi, étant donné qu'on voulait gérer un flux vidéo et qu'on voulait faire tourner un serveur web à part entière sur la voiture. Donc c'est le Raspberry Pi qu'on a choisi. Donc le Raspberry Pi, donc c'est comme la plupart d'entre vous le savent, je pense, c'est un tout petit ordinateur et son avantage, c'est qu'on peut interagir très facilement avec le monde entre guillemets réel, grâce aux proches broches GPIO du Raspberry Pi, comme on les voit en haut à gauche.
Ensuite, il a fallu trouver comment alimenter notre Raspberry Pi. Donc, on utilise une batterie de recharge de téléphone portative qu'on voit en bas à droite. Ensuite, il a fallu essayer une première interaction avec le monde réel. Comment déclencher quelque chose comment à partir d'un programme déclencher quelque chose qui est de réel, quoi. Donc, on s'est intéressé au premier truc simple qu'on a pu trouver, c'est-à-dire la lampe, l'éclairage de la voiture. C'est une interaction de type tout ou rien, c'était assez facile. Donc, en fait, la lampe, elle consomme trop de courant, plus que ce que ne peut fournir un pin GPIO du Raspberry Pi. Donc, du coup, il a fallu trouver comment faire. Donc, on a compris qu'il fallait utiliser un relais. Mais sauf que le circuit de commande en fait, du relais consommait déjà trop de courant. Donc, du coup, on a compris qu'il fallait utiliser un circuit de transistor avant. Mais bon, on savait pas trop faire tout ça, alors on a décidé d'utiliser une plaque toute faite, surtout qu'on a vu que il y avait pas trop de protection sur les pins GPIO du Raspberry Pi, et donc du coup on risquait d'endommager gravement le Raspberry Pi si on faisait des bêtises. Et donc on a acheté une plaque de ce type-là pour commander notre lampe. Ensuite on a utilisé la librairie WiringPi pour pouvoir commander facilement les pins. Donc ici, on voit la suite d'instructions qui permet d'allumer ou d'éteindre la lampe. Donc on définit le pin en sortie, puis ensuite on veut passer à l'état haut ou à l'état bas. Ensuite, on est passé à des choses plus sérieuses. Il a fallu comprendre comment il fallait contrôler les moteurs. Alors le moteur qui gère la propulsion de la voiture, le moteur à arrière, il fonctionne en 6 volts, 400 mA, il consomme 400 mA, donc c'est largement trop pour un pin Raspberry Pi. Et surtout, ce qui était compliqué par rapport à la lampe, c'est qu'il fallait pouvoir gérer le sens de rotation du moteur. Faut pouvoir le faire tourner dans un sens et dans l'autre. Alors, du coup, on a essayé d'imaginer différents schémas de circuits électriques. Finalement, on est tombé sur un circuit qui porte un nom, ça s'appelle le pont en H. Ça ressemble à ça. Et en fait, en commutant astucieusement les interrupteurs qu'on voit sur ce schéma, on peut faire passer le courant dans un sens ou dans l'autre à travers la charge. Mais c'était pas terrible parce que du coup, ça nous obligeait à utiliser 4 relais par moteur, ce qui fait qu'au total, on devait utiliser 8 relais. Ça faisait un peu beaucoup, surtout que le Raspberry Pi, je crois, possède 8 pins GPIO. Donc ça nous prenait tous les pins GPIO, c'était pas très cool. Donc on s'est renseigné un peu plus, on est tombé sur un truc qui s'appelle le L298N. C'est un contrôleur moteur. Et donc là, on a besoin plus que de 2 pins GPIO par moteur. Et puis éventuellement un pin supplémentaire pour appliquer un signal PWM pour gérer la vitesse du moteur. Donc ici, vous pouvez voir le circuit interne de la puce, une partie de la documentation et surtout, tout à droite, une carte toute faite avec un système de protection de la puce, du genre des MOSFET et puis un dissipateur, etc. Parce que c'était un peu compliqué pour nous, alors on a acheté un truc tout fait à 2-3 euros. Donc ici, c'est un peu le schéma de la connectique de notre L298N. Il y a 4 entrées input, 2 par moteur. Elles permettent, selon qu'elles sont à l'état haut ou à l'état bas, elles permettent de gérer le sens de rotation du moteur. Et ensuite, pour chaque moteur, on a une entrée enable A et enable B. En appliquant un signal PWM sur ces moteurs, sur ces pins, on peut gérer la vitesse de rotation du moteur. Donc nous, on n'a pas jugé nécessaire de gérer la vitesse de rotation du moteur qui gère la direction. Ça aurait pu être intéressant, mais on n'avait pas trop le temps. On s'était principalement intéressé à la vitesse de rotation du moteur de propulsion. Ce qui fait que sur la broche Enable B, qui gère la vitesse de rotation du moteur de la direction, on a appliqué simplement un courant de 3,3 volts, comme si on avait mis un signal avec un rapport de cycle de 1. En revanche, la branche Enable A est connectée au GPIO 1, le seul pin du Raspberry Pi qui permet de générer un signal PWM sans utiliser d'astuces bizarres. Voilà. Et ensuite, il a fallu connecter notre L298N à l'alimentation électrique pour les moteurs, pour le circuit lui-même, et bien sûr y connecter les moteurs. Donc ça, c'est le L298N une fois monté sur la voiture.
Ensuite, il a fallu se pencher sur l'interface utilisateur. Comment est-ce que l'utilisateur allait piloter la voiture? Donc on a imaginé deux possibilités. À la base, l'idée, c'était de pouvoir piloter la voiture sans l'avoir à portée de vue. C'était qu'elle puisse être quelque part sans qu'on ait beaucoup d'informations et avoir toutes les informations nécessaires sur l'interface pour pouvoir la piloter. Donc ça, c'était la première idée. Donc on peut la piloter depuis un ordinateur. On voulait que ce soit simple. On ne voulait pas que le client soit obligé d'installer un logiciel. Donc on se connecte à la voiture depuis l'interface web en tapant tout simplement une adresse internet dans le navigateur. Et la deuxième possibilité de contrôle, c'est d'utiliser une manette de Wii. Quand la voiture est à portée de vue, on a trouvé ça sympathique d'utiliser une manette de Wii. Alors ici, c'est une image de l'interface web de commande. Malheureusement, au moment où j'ai pris la capture d'écran, j'avais pas une résolution d'écran suffisante pour que tout rentre sur le même écran. Donc vous pouvez voir ici le rendu de la caméra, des boutons à gauche qui permettent de déclencher tout un tas d'actions sur la voiture, comme par exemple allumer la lumière, stopper la voiture. Il y a une détection d'appui de touche pour contrôler les moteurs et tout un tas d'autres fonctionnalités qu'on verra après. Ici, à la deuxième partie de l'interface, on voit tout un tas de données qui s'affichent à gauche, notamment la température, la latitude, la longitude, les données du sonar avant et arrière, le pitch, le roll, la vitesse, l'altitude, l'accélération sur l'axe qui va de l'arrière à l'avant de la voiture. Et surtout, la position GPS qu'on a... On utilise l'API Google Maps pour placer la voiture sur une carte. Et là, on ne le voit pas, mais quand la voiture se déplace, le trajet, il y a une ligne qui trace le trajet. Donc ça, c'est le principe général de fonctionnement de notre interface. En fait, la voiture, c'est un serveur à part entière. Dessus, il y a un serveur Apache, il y a PHP, il y a MySQL. Et le client se connecte. Donc la voiture, elle est reliée au réseau local. On avait aussi imaginé la 3G, etc., mais on n'a pas eu le temps d'aboutir. Donc la voiture est connectée au réseau local, le client y accède comme à un site internet et la communication se fait presque exclusivement avec des requêtes Ajax pour éviter le rechargement de la page. On a utilisé jQuery pour simplifier un petit peu les requêtes Ajax et les données de la voiture vers le client circulent au format JSON. Alors ici, c'est le cas concret pour contrôler les moteurs. Donc ici, on est côté client avec le code JavaScript. On a d'abord une détection d'appui de touche et ensuite, quand une touche est appuyée, on détecte quelle a été la touche appuyée et puis on exécute des actions en conséquence. Cette action en conséquence, c'est une requête Ajax avec jQuery. Ça, c'est une requête Ajax typique de celle qu'on a pu réaliser. Donc on interroge une page PHP en envoyant tout un tas de données du genre l'action à effectuer, la direction, la vitesse et la première grosse faille de sécurité, les pins GPIO à utiliser sont définis côté utilisateur en JavaScript. Ensuite là du coup on est côté serveur, donc là on reçoit les informations de la requête Ajax. Et on va appliquer l'action en conséquence, on va appliquer la fonction, on va exécuter la fonction qui correspond. Donc par exemple pour avancer en avant. Donc ici on exécute justement les actions en conséquence. Donc on utilise la fonction exec de PHP qui en fait ça peut paraître un peu brouillon, mais ça fonctionne, il n'y a pas trop de latence. Nous en tout cas c'est ce qu'on a trouvé. Ça permet d'exécuter une commande directement dans le shell et donc de déclencher des actions sur les moteurs en utilisant la librairie WiringP. Ensuite, pour contrôler la voiture avec la Wiimote. Alors au départ, on n'avait pas forcément pensé à la Wiimote. On avait réfléchi à toutes les manettes qui étaient disponibles, donc la manette de Xbox, la manette de PS3. Et la manette de Wii, alors la manette de Xbox, je crois qu'elle a pas d'accéléromètre et pas de gyroscope, elle a pas grand chose, donc c'était pas intéressant. La manette de Sony, il y avait quasiment aucune documentation disponible, c'était presque impossible de trouver des choses intéressantes. En revanche, pour la manette de Wii, on a trouvé énormément de documentation, des librairies toutes faites. Donc on a utilisé un module Python tout fait qui s'appelle Python CWID. Codé par Danny Smith, je crois. Donc,
la manette de la Wii, elle communique en Bluetooth. Donc du coup, il a fallu ajouter un dongle Bluetooth à notre voiture. Il a fallu aussi installer tous les paquets qui étaient nécessaires au fonctionnement du Bluetooth, donc le paquet Bluetooth, Bluetooth, Blueman. Ensuite, on a quasiment tout fait en Python. On a utilisé le module Python COID pour l'interaction avec la manette, et on a utilisé le module Python RPI.GPIO pour interagir avec les pins GPIO. Alors ensuite vient toute une séquence d'initialisation. Donc en premier lieu, on établit la connexion avec la manette à ce niveau-là. On attend que l'utilisateur appuie sur les touches 1 et 2. Ensuite, on indique au module Python qu'on s'intéresse aux touches qui vont être appuyées sur la manette ainsi qu'aux données des accéléromètres. Et ensuite, on allume une LED sur la manette histoire de montrer que la connexion s'est établie correctement. Ensuite, on définit tout un tas de pins qui vont nous être utiles pour la suite. Ensuite, on configure tous ces pins comme des sorties. On indique que notre signal PWM sera une fréquence de 70 Hz. Et ensuite, on va définir d'autres données, notamment une marge d'inclinaison. Alors, les données qui sont là, les valeurs d'angle qui sont là, en fait, c'est pas des unités d'angle. On va revoir ça après. L'idée, c'est de définir une marge pour laquelle on va considérer que la manette est à l'horizontale, parce que sinon c'est extrêmement désagréable. Pour pouvoir stopper la voiture, d'être obligé de trouver pile poil la position d'équilibre de la manette, c'est assez énervant. On définit ensuite une valeur minimale et une maximale de rapport de cycle. Alors voilà, l'idée c'est de comprendre comment, il a fallu qu'on comprenne comment on allait, à partir des données d'un accéléromètre, comment est-ce qu'on allait traiter cette information pour appliquer un ordre concret au moteur. Donc ça se passe un petit peu comme ça. Donc en fait la puce qu'on voit à gauche ici, c'est la DXL 330, c'est l'accéléromètre qui est présent dans la manette de Wii, c'est un accéléromètre analogique. Donc ça se passe comme ça. Donc les données analogiques de l'accéléromètre, elles sont traitées par la manette de Wii, ça devient une information numérique, je crois qu'elle est codée sur un seul octet. Ensuite on communique en Bluetooth avec notre Raspberry Pi. Et ensuite, au niveau du Raspberry Pi, il va falloir décider des règles à appliquer pour appliquer un signal compréhensible par notre L298N pour contrôler le moteur. Donc il y a tout un tas de traitements de l'information à faire à ce niveau-là pour transformer les données de l'accéléromètre en un rapport de cycle à appliquer au moteur. Donc en fait, ce qu'on a, c'est qu'on a une accélération sur chacun des axes de la manette en unité arbitraire entre 0 et 255, en plus en entier non signé. Et ce qu'on veut obtenir, c'est le sens d'inclinaison de la manette, et puis on veut aussi pouvoir quantifier l'inclinaison de la manette pour en déduire une vitesse. Alors ça, c'est des informations qu'on a pu trouver, je crois que c'est un TP de SI, ça vient de Louis Legrand, je crois, je me souviens plus, j'ai pas trouvé le nom du prof. Donc l'idée, c'est qu'on va considérer qu'à chaque fois qu'on va prendre une mesure sur la manette, elle est immobile, et donc la seule accélération qui est ressentie, c'est l'accélération G. Donc là, on voit cette accélération G dans différentes configurations. Et si on se met dans cette position-là, on voit qu'on peut espérer déterminer l'angle d'inclinaison. Bon, finalement, ça marchait pas très bien. Vous voyez, en faisant un peu de trigo, en connaissant la norme de G et puis en connaissant une composante du vecteur d'accélération G, on pouvait essayer de faire un peu de trigo et trouver l'angle. Bon, finalement, ça marchait pas très bien, on n'avait pas des données suffisamment précises. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on n'avait pas besoin. La première erreur qu'on avait faite, c'était de s'entêter à essayer de trouver un angle, en valeur d'angle, en degrés. Finalement, ça n'a pas été utile. On s'est rendu compte que simplement en s'intéressant à la variation de la composante du vecteur d'accélération sur l'un des axes, on pouvait obtenir une donnée tout à fait intéressante qui devait aller proportionnelle à peu de choses près, grosso modo, à une valeur d'angle. En tout cas, ça suffisait pour pouvoir commander tout à fait agréablement la voiture. Donc globalement, ça se passe comme ça. Tout à gauche, on a tout Wiimote, le module Python COID qui nous permet de récupérer facilement les données des accélérateurs. Et donc là, on obtient donc une valeur d'accélération sur chacun des axes de la manette
un entier en valeur en unité arbitraire. L'idée ensuite, c'est de transformer cette valeur en quelque sorte une sorte de pourcentage d'inclinaison par rapport à une inclinaison qu'on aura définie comme maximale. L'idée, c'est de pouvoir dire, là, la manette elle est inclinée de tant de pourcents par rapport à cette inclinaison qu'on considère comme max. Et ensuite, ce pourcentage, cet entre guillemets pourcentage d'inclinaison, l'idée, c'est de pouvoir le transformer en une valeur de rapport de cycle, en tenant compte d'un rapport de cycle, d'une valeur de rapport de cycle minimale qu'on aura définie, d'une valeur maximale. On a souhaité que ce soit la dernière fonction, là, celle-là que je viens de décrire, on a souhaité que ce soit une fonction affine parce qu'on a voulu tenir compte donc, d'une valeur minimale de rapport de cycle et d'une valeur maximale. On a voulu pouvoir définir ça. Donc du coup, la représentation graphique de cette fonction, elle ressemble à ça. Il a fallu donc trouver l'ordonnée à l'origine de cette fonction. Donc c'est facile, c'est la valeur minimale du rapport de cycle qui est définie. Et le coefficient directeur, on le trouve avec la formule classique YB moins YA sur XB moins XA. C'est-à-dire valeur maximale de rapport de cycle sur valeur minimale divisée par 100 moins 0. Donc ici en abscisse, oui, j'ai oublié de préciser, c'est le pourcentage maximal d'inclinaison, le pourcentage d'inclinaison de la manette, et en haut la valeur du rapport de cycle que nous renvoie la fonction. Et une fois qu'on a obtenu cette valeur de rapport de cycle, eh bien on utilise le module Python RPI.GPIO pour appliquer en conséquence les informations sur notre pin GPIO. Donc voilà, ça c'est un aperçu des deux fonctions en Python que j'ai décrit tout à l'heure. Bon, c'est pas très intéressant, mais surtout ça, c'est une suite d'instructions qu'on exécute tous les 1/10 de seconde. Et à chaque fois, justement, on check la position de la manette et puis on effectue les actions en conséquence sur les pins GPIO. Ensuite, on s'est intéressé au positionnement GPS de la voiture, parce que quand on pilote la voiture sans l'avoir à portée de vue, c'est intéressant de savoir où elle se trouve. Donc on a choisi le module, la puce BU353, premièrement parce qu'elle se connecte en USB. C'est pratique parce qu'on n'avait plus trop de pins GPIO disponibles. Mais aussi, c'est compatible avec le module, surtout c'est compatible avec le serveur GPSD, ce qui permet de récupérer facilement les informations avec le module Python GPS. Finalement, on n'a même pas trop utilisé le module Python GPS, on a utilisé un script qui était déjà fait en licence GPL v2, je crois. Finalement, on l'a complètement modifié quand même. Donc là, c'est l'image que vous avez déjà vue, c'est les données GPS mises dans la carte Google Maps au niveau de l'interface. Donc globalement, pour récupérer les données GPS, ça se passe comme ça. On a ici notre puce GPS, le serveur GPSD qui récupère les données, notre module Python GPS. On envoie tout vers une base de données SQL. Oui, voilà, parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul programme qui a le droit d'interroger les composants de la voiture. Et en fait, ce programme, donc à intervalle de temps régulier, il interroge tous les composants de la voiture et il stocke toutes les données dans une base SQL. Ça évite que plusieurs programmes interrogent un même composant en même temps et ça évite pas mal d'erreurs. Donc voilà, les données GPS, elles sont stockées dans une base SQL à intervalle de temps régulier et ensuite le client, quand il a besoin d'accéder à ces données, il envoie une requête AJAX et il récupère le résultat au format JSON. Ensuite, les capteurs ultrasons. Donc pareil, quand on pilote la voiture et qu'elle n'est pas à portée de vue, ça peut être intéressant de savoir s'il y a un obstacle qui se trouve derrière la voiture, devant la voiture, un obstacle qu'on ne voit pas. C'est pour ça qu'on a utilisé des capteurs ultrasons. Donc le capteur qu'on a utilisé, c'est le SRF02. Son avantage, c'est qu'il se branche sur le bus I2C et que c'est cool parce qu'on n'avait plus trop de pins GPIO disponibles. Et puis aussi, la puce ne nécessitait pas d'étalonnage et puis le système qui est déjà sur la puce réalise déjà beaucoup de traitements d'informations. Ça nous évitait d'avoir à faire des choses compliquées qui nous dépassaient un petit peu, pour lesquelles il aurait fallu passer beaucoup plus de temps à chercher. Donc cette puce possède 6 registres mémoire, et il y en a principalement 3 qui nous intéressent. Les registres 2 et 3 contiennent les valeurs qui sont mesurées par la puce, et le registre 0, c'est le seul auquel on a accès en écriture.
c'est le registre de commandes. Il nous permet donc d'envoyer des commandes à la puce. Alors ça, c'est la liste des commandes. Les commandes, ça va être des trucs du genre, vas-y, prends une mesure s'il te plaît, prends une mesure en centimètres, prends une mesure en pouces, prends une mesure en microsecondes. Mais surtout, c'est les 3 dernières instructions qui sont intéressantes. C'est les instructions qui permettent de changer l'adresse de la puce sur le bus I2C, étant donné qu'on a 2 puces identiques. On a été obligatoirement amené à changer l'adresse de l'une de ces 2 puces. Donc ça, c'est nos scripts Python qui permettent de récupérer les données de la puce. On utilise le module Python SMBus. Donc on récupère en paramètre l'adresse de la puce qu'on veut interroger. On prend en paramètre aussi la commande à envoyer au registre de commande. Donc la 80, ça veut dire prends une mesure en centimètres s'il te plaît. Et ensuite, on va effectuer 20 mesures. Et l'idée, en fait, c'est que quand le client demande à voir la mesure du capteur, et ben en fait il va envoyer une requête AJAX vers une page PHP. Cette page PHP va exécuter le script Python. Le script Python va renvoyer 20 valeurs. La page PHP récupère ces 20 valeurs. Elle les trie dans l'ordre. Elle supprime les 2 plus faibles, les 2 plus grandes, et puis fait la moyenne des 16 restantes. Ça permet de minimiser un petit peu les erreurs. Ensuite, il a fallu donc changer l'adresse sur le bus I2C de l'une de ces puces. Donc pour ça, en fait, il faut envoyer au registre de commandes les 3 commandes qui se trouvent ici, dans cet ordre-là, à des intervalles de temps définis. Donc c'est ce qu'on fait dans la première partie du programme ici. Donc d'abord, on envoie la commande 0xA0, 0xAA, 0xA5. Là, la puce, elle dit « Ok, c'est bon, je passe en mode changement d'adresse, envoyez-moi la nouvelle adresse. » Donc c'est ce qu'on fait juste après. On envoie la nouvelle adresse, c'est-à-dire 0xe2. Voilà, donc ça c'était pour les capteurs ultrasons. Ensuite, on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'installer une unité de mesure inertielle sur la voiture. Quand on l'a pas à portée de vue, ça peut être intéressant de savoir si elle est inclinée, si elle est penchée, si elle est en train d'accélérer ou pas. C'est des données qu'on a qu'on a visuellement quand elle est sous nos yeux, mais c'est pas si évident que ça quand on la commande à distance. Donc cette puce, c'est le MPU 6050. Pareil, elle se penche sur le bus I2C. Donc c'était pratique. Ça coûte pas grand-chose, ça coûte un truc du genre 2 ou 3 euros. Et ça permet de faire plein de choses. C'est un gyroscope et un accéléromètre 3 axes. Alors déjà, on a eu un premier souci, c'est que si je me trompe pas, un gyroscope, c'est un outil qui donne une position angulaire, et un gyromètre, c'est un truc qui donne une vitesse angulaire. Malheureusement, sous le nom de gyroscope, en tout cas, on a acheté un truc qui nous donnait une vitesse angulaire. Alors, au départ, on savait pas trop comment se dépatouiller, on n'avait pas les connaissances en maths et en physique pour savoir comment on fait. Donc il a fallu chercher un petit peu, on a mis beaucoup de temps avant de trouver, donc on a compris qu'il fallait intégrer par rapport au temps la vitesse angulaire qu'on obtenait. Donc ça se traduisait sous la forme d'une somme, étant donné qu'on travaillait en numérique. Donc la somme, pour avoir une précision suffisante, il fallait sommer beaucoup de valeurs, c'est-à-dire interroger très souvent la puce, étant donné qu'on n'avait pas un système temps réel. Le bus I2C était saturé et ça commençait à déconner un peu dans les communications. Donc bref, ça marchait pas trop, on avait du mal à se dépatouiller et finalement on a trouvé un truc tout fait, un module Python tout fait, codé par Stéphane Collat, pareil sous licence GPL V2. Donc on a utilisé ça et finalement ça a été assez simple, il y avait que quelques commandes et puis on récupérait très simplement les angles. Donc ça c'est la puce une fois connectée sur la voiture. Vous remarquerez une fois de plus l'utilisation du scotch double face. Ensuite, on a trouvé que ça pouvait être intéressant de communiquer avec l'entourage de la voiture, parce que là, on a vu que la communication se faisait bien dans un sens, c'est-à-dire que le pilote avait beaucoup d'informations sur ce qu'il y avait autour de la voiture, mais il n'y avait pas moyen de communiquer dans l'autre sens. On s'est dit, ce serait cool que le pilote puisse, par exemple, envoyer de l'information aux gens qui se trouvent autour de la voiture, donc par exemple du son ou de la voix. Alors, gérer un flux audio depuis un navigateur web vers le serveur, c'était un peu compliqué, on voyait pas trop comment s'y prendre. Finalement, on s'est dit, ça serait bien de mettre un écran LCD sur la voiture et puis on va envoyer des données textuelles qui s'afficheront sur l'écran LCD. Bon, on s'est dit, c'est pas terrible. Et finalement, on a eu l'idée de faire de la synthèse vocale, c'est-à-dire qu'on envoie des données vers la voiture sous forme textuelle
Et sur la voiture, il y a un programme qui va traduire ça sous forme de voix. Donc pour ça, on a utilisé eSpeak, un programme open source qui permet de faire de la synthétisation vocale. Ça a été écrit par... je m'en souviens plus, malheureusement. Je m'en souviens plus, j'ai oublié. Et ensuite, on a utilisé des haut-parleurs de PC pour pouvoir... pour faire en sorte que les données soient audibles. Le premier souci, c'était que ces haut-parleurs sont prévus pour être branchés sur le secteur. Ah pardon, voilà, ça c'est l'interface web qui permet d'envoyer des données textuelles vers la voiture pour être synthétisées. Donc ici, on voit qu'on peut envoyer donc un texte, qu'on peut régler la vitesse à laquelle on veut que ça parle, le volume, la langue, et puis si on veut une voix masculine ou féminine. Voilà, donc le problème que j'étais en train d'aborder, c'était que le haut-parleur il était prévu pour être branché sur ce secteur. Bon, on s'est dit, c'est pas grave, de toute façon, on a que ce haut-parleur-là, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on l'a ouvert, on a rapidement vu qu'il y avait un transfo. Et on s'est dit, c'est pas grave, on va se brancher de l'autre côté du transfo. Donc du coup, on a mis un système, un paquet de piles, et puis on a déconnecté ça de l'autre côté du transfo, on a coupé le câble de 230 volts. Ça marchait bien, mais on s'est rendu compte qu'il y avait un problème parce que ça chauffait beaucoup. Et en fait, c'était dû au fait qu'on savait pas trop comment était conçu un transformateur. Et en fait, il y avait un court-circuit à cause de la bobine. Donc du coup, on a dû couper la bobine. Et donc ça, c'est les haut-parleurs une fois sur la voiture. Vous voyez, on a un sacré système de sono. Ensuite, on a installé une sonde de température sur la voiture. Alors, je vous cache pas qu'on a fait ça surtout parce que le prof, il voulait ensuite mettre ça dans la salle des serveurs du lycée pour checker la température en permanence. C'était un peu une sorte de version bêta. Donc, on a utilisé cette sonde parce qu'elle était pas chère. Elle avait des mesures relativement précises. La communication se faisait sur du one wire. L'inconvénient majeur de cette puce, par contre, c'était qu'elle pouvait être interrogée qu'une seule fois, toutes les 2 secondes. Si jamais on faisait une fréquence plus élevée, ne serait-ce qu'une seule fois, ça commençait à planter et toutes les valeurs qui suivaient étaient fausses pendant une bonne durée. Donc ça, c'est la sonde une fois installée sur la voiture. Encore une fois, du scotch comme moyen de fixation principal. Et donc ça, c'est l'historique des températures et d'humidité au cours de la navigation de la voiture. Ensuite, sur la voiture, on a mis une caméra. Alors, c'est pas moi qui me suis occupé de la caméra. On a utilisé la caméra d'origine, la caméra officielle pour le Raspberry Pi. Et en fait, c'est une image dans l'interface web, c'est une image JPEG qui se rafraîchit en permanence. Ensuite, on avait mis une petite fonctionnalité bonus. Ça n'a jamais très bien marché. Il y avait possibilité de brouiller les signaux radio et FM autour de la voiture en utilisant le programme Pi-FM, en fournissant en paramètre un fichier audio, et puis on pouvait mettre comme ça autour de la voiture pour faire des petites blagues, des signaux FM. Voilà, j'ai terminé. Pour conclure, j'espère avoir réussi à démontrer que c'est un peu à la portée de tout le monde, que tout le monde peut se dire, tiens, demain, je vais fabriquer un robot, je sais pas comment faire, mais c'est pas grave, je vais chercher, je vais essayer de trouver, je suis sûr qu'il y a moyen de faire quelque chose. Ensuite, j'espère avoir contribué un petit peu à apporter un peu ces valeurs du bricolage, à populariser un petit peu ces valeurs du bricolage et de la bidouille, du hacking. Et puis une petite note à ceux qui ont conçu les programmes de spécialité en terminale. Je trouve qu'ils ont été plutôt innovants et ça a été cool parce qu'en spécialité, ils nous laissent la possibilité, ils nous laissent beaucoup de liberté dans la manière dont on a envie de s'approprier les connaissances du moment qu'on parvient à l'objectif fixé par le prof. Et c'est ça qui nous a permis de réaliser un tel projet. Voilà, j'ai terminé.